Jules, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui pour pouvoir parler d'un sujet qui mêle deux spécificités que j'aime beaucoup, l'assurance et la cybersécurité. Alors, j'ai toujours un penchant pour la cyber, un peu plus pour l'assurance, parce que c'est un milieu très complexe. Mais avant tout, Jules, vu qu'on a plein de sujets à évoquer ensemble, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bonjour Pierre, merci de me recevoir. Ravi de parler de ces deux sujets que je commence à connaître pas mal. Jules Vera, 32 ans. Je suis donc cofondateur et dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Stoic, que j'ai lancée il y a 4 ans et demi. Que j'ai lancé sans avoir un parcours qui me prédestinait à l'assurance, je dirais. Je suis sorti d'école de commerce, j'étais à HEC il y a 8 ans, et j'ai fait les 3 premières années et demie de ma vie en tant que commercial dans une entreprise de philosophie, un éditeur de magazine qui s'appelle Philosophie Magazine. J'ai travaillé là dans un écosystème de philosophes pendant 3 ans et demi avant de partir avec l'envie de monter quelque chose d'ambitieux. Et c'est comme ça que Stoic est arrivé. C'est hyper intéressant, mais si on revient vraiment à la genèse, et je le fais souvent dans mon podcast, même tout le temps, c'est quasiment la case à cocher pour comprendre d'où tu viens. Au début, chacun a des parcours d'enfant assez différents, mais qui façonnent finalement un parcours d'adulte, et aussi parfois on se retrouve avec des choses qu'on préfère, des appétences pour certains sujets. Là, tu nous dis que au début tu travailles dans chez un éditeur, n'a rien à voir avec la cyber. Si on part en arrière, tu nous dis que tu as environ la trentaine. Si on part vraiment en arrière et à Jules enfant, qui était ce Jules enfant? Je savais pas que je me lancerais aussi vite un exercice introspectif. Si tu veux, l'enfant Jules et l'adolescent et le jeune adulte est toujours traversé par une dualité. D'un côté, un esprit compétitif assez aiguisé. L'enfant Jules joue au foot, fait du sport. J'ai fait ensuite, dans ma jeunesse, des compétitions. Je me suis inscrit à un Ironman, du sport à longue distance, et j'ai toujours aimé me mettre des challenges assez compliqués. Mais la dualité, c'est avec un côté un peu plus intellectualisant ou intellectuel des choses. J'ai toujours aimé prendre du temps pour lire, pour penser. J'ai passé toute une année en 2015 pardon, à vivre dans des fermes aux côtés Ok. d'agriculteurs locaux avec En un France? camarade. Non, partout dans le monde. Ok. Je suis allé vivre avec des pêcheurs en Alaska, avec des nomades en Mongolie, avec des éleveurs dans des champs dattiers en Israël, du cacao au Ghana, etc. Qui était un objectif en plus de agricole, introspectif. J'en ai écrit un livre en sortant, un livre que vous ne trouverez pas parce qu'il est, ce n'était pas un chef-d'œuvre littéraire, Ok. mais Tu as, je l'ai s'il y a fait. que toi qui as cette version-là, ou... J'ai cette version, quelques proches l'ont Ok. aussi, je l'ai fait imprimer, et voilà. Donc voilà, il y a cette dualité, et qui fait qu'en sortant d'école, notamment j'ai ma dernière année à HEC, j'ai fait une majeure entrepreneur, donc j'ai vu des entrepreneurs me pitcher leur boîte pendant 1 an, et c'est le Jules intellectualisant qui a pris le dessus et qui s'est dit j'ai eu une sorte de ras-le-bol face à la vanité du start-upper qui vient de parler de ses levées de fonds et d'à quel point il est en train de construire quelque chose de grandiose. Et donc, j'ai eu envie de prendre le contre-pied et d'aller dans un univers purement intellectuel, qui était en l'occurrence celui de la philosophie, et donc de côtoyer cet univers intensément, avec un rôle commercial, donc quand même avec ce côté challenge. Et voilà, et petit à petit, après quelques années, a repris le dessus l'envie de faire quelque chose d'ambitieux, le côté compétitif que j'avais un peu laissé en sourdine. Et c'est ça qui m'a amené à la création d'une entreprise. Évidemment, je garde cet équilibre littéraire aujourd'hui et dans ce que je fais, dans le nom de mon entreprise, Stoic, mais j'ai toujours cette ambivalence avec moi. Tu as grandi à Paris ou tu as grandi En région ailleurs? parisienne. En région parisienne, ok. Tu vas parler justement un peu de la suite et de ton parcours. Alors, à la fois, ça me surprend toujours parce que je m'attendais pas à ce que tu me dises que tu avais fait un petit tour du monde et que tu avais été dans des fermes, parce qu'on s'était pourtant appelé, mais c'était un passage dont on n'a pas du tout évoqué. Et je trouve ça toujours hyper intéressant de voir le parcours des gens que je reçois. Et je suis toujours hyper surpris par les différents profils que j'ai aussi. Si on passe un petit peu maintenant à ta jeune vie d'adulte, au moment où tu as créé Stoic, le constat de départ, donc on est aux alentours de 2021, si je me trompe pas, dans ces eaux-là. Le constat de départ, tu dis que tu vois beaucoup d'entrepreneurs, tu as quand même ce côté assez challengeant, tu as envie de te lancer dans une aventure entrepreneuriale, mais la vraie question, et c'est souvent aussi un des points de départ, c'est comment te vient une telle idée?
L'origine, donc début 2021, c'est pas de se dire, tout de suite: «Je veux monter une boîte en assurance cyber», c'est d'abord de se dire: «Je veux monter une entreprise». Si je suis, honnête, c'est peut-être pas l'histoire que je raconte à tous les investisseurs à chaque fois où je raconte être touché par la grâce, par le risque cyber PME, mais dans le fond, l'idée de départ, c'est de quitter mon travail pour me dire: «Je veux monter quelque chose», avec 2 conditions fortes sur ce quelque chose que je veux monter. D'abord, c'est quelque chose tant que c'est quelque chose d'ambitieux, qui va vite, qui cherche à toujours passer le levier de vitesse supérieur et à accélérer parce que j'aime bien ça, quand c'est difficile et quand on cherche à se mettre en difficulté. Et deuxièmement, une aventure collective. Le faire avec des gens que j'aime bien, qui prennent plaisir à travailler ensemble dans une culture d'entreprise où, tout le monde est stimulé, a l'impression de partager avec ses collègues, une manière de communiquer, une ambition, des valeurs, communes qui fait que, bah, tu te lèves le matin avec l'envie de faire partie de ce groupe. Pas forcément des amis, ça a pas vocation à l'être même, mais au moins des gens avec lesquels tu prends plaisir à travailler. Donc j'aurais pu à peu près créer n'importe quel type d'entreprise tant que j'avais l'impression de créer une aventure, intense et 2 collective. Ceci étant dit, ensuite, bah, le travail, c'est beaucoup de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des potentiels cofondateurs, d'écouter leurs idées. Et il y a qu'une seule idée qui m'a intéressé et que j'ai creusée, c'est celle-ci, celle de résoudre un problème d'une manière ou d'une autre, qui est l'exposition au risque cyber des petites, moyennes, grandes entreprises en Europe. Parce que tu peux regarder le truc, je pense qu'il y a personne qui peut te dire que c'est pas un risque qui va s'accroître dans les années à venir et c'est une population, ces entreprises, qui représentent 98% de nos économies en Europe, hein, en volume d'entreprise, qui est délaissée et qui se fait attaquer et donc qui est très vulnérable face à ce risque. Il y a pas de solution pour les équiper aujourd'hui, la plupart ne font rien et pourtant elles subissent des attaques et donc elles meurent. On les laisse mourir et donc on a une grande partie de notre économie qui est extrêmement vulnérable, ce qui rend notre économie extrêmement vulnérable et donc l'idée de se dire: «Je vais travailler à ça, à essayer de rendre moins vulnérable, d'être, l'entreprise qui va accompagner ces entreprises», là, m'a stimulé et c'est de là que Et c'est parti. c'était ta mission. Comment ça va te venir cette idée? Parce que, tu parlais de travailler chez un éditeur. Comment du jour au lendemain, tu observes ce marché-là et tu te dis: «OK, j'y vais». Donc tu as commencé à donner des petites briques de réponse. Tu as dit que tu voulais t'associer avec des gens de confiance, tu avais une ADN assez forte et tu avais peut-être une vision déjà de ce que tu voulais d'une boîte, même si tu avais pas le secteur en tête. Ce cheminement de l'idée, j'ai reçu plusieurs entrepreneurs ici, j'ai reçu notamment Benoît Grassin qui avait fondé, Pixpay et Mon Docteur. Il m'a dit: «Bah, des idées, tu en as plein, mais ce qui compte, c'est l'exécution». Toi, comment tu as eu l'idée déjà? De manière pas très originale, je pense que, enfin, il y a plein d'idées qui sont arrivées que j'ai regardées, celle-là m'a plu, enfin celle-là m'est arrivée par inspiration américaine. OK. C'est le cas de beaucoup de startups comme la mienne. J'ai discuté avec des investisseurs de choses qu'ils voyaient sur le marché américain, qu'ils ne voyaient pas encore en Europe, et j'ai vu 2-3 exemples d'entreprises américaines qui sont aujourd'hui des entreprises qui valent plusieurs milliards, si ce n'est dizaines de milliards. Qui sont ces acteurs? Le principal, le plus gros aux États-Unis s'appelle Coalition. OK. Donc Coalition, c'est une très grosse entreprise, qui avait ce modèle, et c'est ça qui m'a retenu, qui m'a plu. Ce modèle extrêmement vertueux, qui est le modèle de Stoic aujourd'hui, mais c'est ça qui m'a intéressé, d'attaquer le risque cyber par l'assurance, avec une proposition de valeur que je trouvais très puissante, puisqu'elle insistait avant tout sur l'alignement des intérêts. C'est ça ce qui me plaît avec l'assurance. Le message de Coalition, qui est le message de Stoic aujourd'hui en Europe, c'est de dire: on va distribuer un produit d'assurance cyber à des dirigeants de PME pour leur dire: si demain vous vous faites attaquer, c'est moi qui gère, c'est moi qui paye, en tant que MGA avec des porteurs de risque, on y reviendra, mais votre risque, à partir du moment où vous êtes assuré chez moi, c'est mon risque. Et donc, à partir du moment où je vous assure, nos intérêts sont les mêmes. Vous voulez éviter une cyberattaque, je veux vous éviter une cyberattaque. Et pour vous montrer à quel point j'ai vraiment intérêt à cela, je vais créer des logiciels de cybersécurité que je vais combiner avec mon produit d'assurance automatiquement, gratuitement, ça va avec, il n'y a pas de surcoût, parce qu'en fait, moi, j'y tire un bénéfice, c'est que vous êtes en meilleure santé, vous vous faites moins attaquer, et donc j'ai un modèle assurantiel qui est plus rentable, plus profitable. Et je trouve qu'avoir un discours aussi simple dans l'approche et aussi Ouais. droit dans ses bottes, on cherche pas à faire rêver sur la proposition de valeur, on dit l'assurance, t'as besoin de ce filet de sécurité, mais t'as pas envie de t'en servir, t'as vraiment pas envie que ça t'arrive, la cyberattaque. Et j'ai vraiment pas envie que ça t'arrive, c'est beau.
parce que ça crée un alignement parfait et ça crée ensuite une roadmap de création de produits qui est infinie. Ah, j'ai pas de PME, mais j'ai presque envie de souscrire en live à chez Stoic. Si jamais on reprend, tu parlais, pas mal de, en cyber et même, tu disais, toi tu pas de ce milieu-là, même si je le dis souvent depuis le début, mais, avec qui tu vas lancer ça et qui tu rencontres et tu te dis: «OK, bingo, on va faire ça ensemble et je pense que j'ai trouvé les personnes avec qui, je voulais m'associer». J'en ai testé une douzaine, hein, des associés, potentiels. Douzaine? Ouais, je pense, avec OK. qui on a poussé plus ou moins la relation. Certains avec lesquels, on a passé, 2 semaines à essayer de travailler sur cette même idée et au bout de 2 semaines, je me disais: je pense pas que ce soit le fit parfait». La première personne, que j'ai trouvée, c'est, mon petit frère à ce moment-là sortait de Polytechnique, et je lui ai dit: «Tiens, tu pas un copain qui aime bien la cybersécurité, qui fait de la cybersécurité de manière un peu avancée et que ça intéresserait de travailler avec moi?» Et en fait, ça, c'est le premier match que j'ai eu, qui est Alexandre, mon 1er, de mes 2 associés, avec qui on a commencé à travailler. Ça s'est, pour le coup, très vite, très bien passé. Et ensuite, on se demandait quel était le profil complémentaire à nous. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient du monde de l'assurance? Est-ce que c'est un développeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va gérer, la data, des finances, et cetera? Moi, j'avais plutôt un profil, on va dire généraliste, et donc on a testé plusieurs combinaisons jusqu'à ce que je me tourne vers un ancien camarade de promotion qui était en fait un développeur, qui sortait de 42, enfin après, quelques reconversions, donc je savais qu'il était, sorti, je sais pas, deuxième de 42, avec une facilité très forte, qu'il avait fait, ses gammes chez, de belles boîtes de la start-up, Ouais, qu'on Nation, connaît. et à qui j'ai proposé de nous rejoindre et on s'est testé. Il a pris des semaines de congé pour bosser avec nous, pour voir si ça valait le coup qu'il quitte son travail. Il nous a rejoint, Nicolas, et c'est aujourd'hui notre CTO. Et en 4e associé, et c'est important, c'est, quelqu'un qui nous a rejoint un poil plus tard, juste après la première levée de fonds. Tu avais levé combien cette première levée? On a levé très vite sur cette équipe fondatrice, sur cette idée. Donc là, tu avais pas de profil, assurantiel, financier? Non, alors c'est le profil assurantiel, alors financier, c'est Ouais, moi, on va dire. financier, OK, financier, banque, assurance banque, Ouais, ou ouais. connaissance du monde de l'assurance, j'en avais pas, et il m'a rejoint, pendant la levée ou juste après la levée, OK. ce profil. Donc tout de suite, en fait, des investisseurs entendent ce projet qui est en train de se monter. Donc on est en juin 2021. Ils entendent qu'il y a une équipe qui se monte, qui a l'air, sérieuse sur le papier. Alors évidemment, malheureusement, les diplômes, le fait d'avoir, 2 HEC, un polytechnicien, bah, ça joue beaucoup. Je peux pas jeter la pierre aux investisseurs parce que je pense pas leur avoir fait un mauvais deal, mais c'est dommage parce que j'espère qu'il n'y a pas que ça, mais ça perpétue l'entre-soi. Mais bref, des fonds nous approchent en nous disant: «Bah, on veut vous financer rien que sur l'idée, sur l'équipe que vous avez». Et donc, à l'époque, c'était plus facile, je pense, qu'aujourd'hui. Ouais, On a levé 3 surtout millions, c'est 3 ouais, 3 millions 000 d'euros, 1er à tour. ce moment-là. 1er tour en pré-seed, Ouais. on peut appeler ça. Donc là, tu avais quoi concrètement? Tu avais une offre packagée ou tu avais vraiment une slide, un PPT et tu disais: «Bah, voilà, mon idée, c'est de créer la proposition de valeur de Stoic de Ouais, cette manière et d'adresser un marché qui, selon moi, n'est pas adressé aujourd'hui» et tu leur exactement. as montré les concurrents américains que tu avais. Exactement, 20 slides, qui en fait racontent la même histoire que celle que je raconte aujourd'hui. Ouais? C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a pas OK. beaucoup de changements depuis, mais 20 slides qui racontaient comment je voyais l'opportunité sur le marché européen de construire un acteur comme le nôtre et comment on pensait le créer dans la durée. Alors évidemment, il y a plein de choses qu'on n'avait pas vues à l'époque, on était encore très naïfs sur ce marché, mais on a appris assez vite. Et l'histoire du coup du 4e associé, c'est que assez vite, enfin pendant cette levée, j'ai été mis en contact avec une personne qui s'appelle Philippe Mangematin, qui lui avait fait ses gammes dans le monde de l'assurance, venait de quitter, son ancien travail pour diverses raisons, dans l'assurance. Il avait été cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Sena, Ouais, bien sûr. dans l'assurtech. On s'est tout de suite très, très bien entendu avec Philippe, et il nous a rejoints comme board member, pas avec un rôle, pleinement opérationnel, mais un rôle, d'accompagnement, et donc de cofondateur non opérationnel, on va dire. Donc c'est notre 4e associé, même s'il est moins, hands-on, Ouais. comme on dirait, mais il nous a apporté une valeur énorme parce que pouvoir se lancer dans le monde de l'assurance sans profil qui a fait ses gammes dans le monde de l'assurance, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est vrai, en plus, on en parle souvent et surtout si j'englobe, allez, dans la fintech, si j'englobe l'insurtech, on nous dit souvent que l'un des premiers enjeux, c'est l'enjeu réglementaire et de la bonne compréhension de l'écosystème. C'est un milieu tellement régulé que sans bonne connaissance, en fait, tu te plantes plutôt vite. Ouais, et paradoxalement, je dirais le jargon cyber est beaucoup plus facile à maîtriser, que le jargon assurantiel. Le Ouais. jargon assurantiel, et je dis jargon, sans Oui, côté bien sûr. péjoratif, hein, c'est juste
parler un langage qui est exact. Alors évidemment, je parle pas à des développeurs, des ingénieurs en cybersécurité, ils voient bien que je suis pas de leur niveau. Mais si je veux prétendre être à peu près au niveau sur la partie assurantielle, c'est dur, c'est technique. Il y a beaucoup de choses à maîtriser qui ne sont pas du tout si simples. Et donc, ça s'acquiert pas en lisant des bouquins pendant 2 mois. OK. Non, mais je suis totalement raccord avec toi et justement, entre le moment où tu vas lever avec, ces personnes-là, déjà qui tu vas choisir en investisseur déjà? Au début, en l'occurrence, c'est le premier investisseur qui est venu me chercher. C'est quelqu'un qui a entendu parler de ce projet, qui s'appelle OK. Victor Charpentier, qui travaillait OK. chez Alven. OK. Et donc c'est Alven qui m'a assez vite dit: «Ah bah tiens, viens parler à notre comité. Ah bah tiens, mais c'est juste pour t'aider à faire ta proposition de valeur», et très vite il m'a dit: «Tiens, on te met une term sheet. Si tu veux venir avec nous, tu peux signer». J'ai pris 2 semaines pour écouter le marché, Ouais. voilà, voir un peu ce que d'autres acteurs pouvaient nous proposer. J'ai senti qu'on avait de l'intérêt et on a quand même décidé de partir avec Alven, qui était le partenaire qui nous faisait confiance en premier, et j'aime bien ce OK. genre de marque de confiance. D'accord et entre le moment où tu vas faire cette levée de fonds, tu dis que tu vas prendre pas trop de temps pour réfléchir, 2 semaines. Quand est-ce que va sortir ton 1er produit? Enfin, en tout cas, comment ça va fonctionner en temporalité entre le moment où tu lèves, tu as l'idée, tu as les slides et l'exécution? Parce que tu as un modèle un peu particulier pour les gens qui sont pas spécialistes de l'assurance, même de manière générale, mais tu es un MGA. Peut-être revenir sur ce qu'est un MGA, mais du coup, qui dit MGA dit qu'il va falloir que tu trouves un porteur de risque, si je me trompe pas. Tu vois, c'est les notions d'assurance que je maîtrise à peu près. Comment ça va se passer cette démarche-là et combien de temps ça va prendre? Ouais. Alors, bonne question. Donc, en effet, lancer notre premier produit, ça demande 2 choses pour nous à ce moment-là. D'abord, créer nos premiers logiciels de cybersécurité qui permettent de souscrire faire souscrire des entreprises après les avoir testées techniquement, Ouais. technologiquement. C'était notre première proposition de valeur, c'était de dire on va faire souscrire des entreprises à de l'assurance, mais pour être sûr qu'on souscrit des bonnes entreprises, avant de les faire souscrire, on va les scanner de l'extérieur, on va les regarder si elles n'ont pas des portes ouvertes dans leur système informatique Ouais. pour leur dire: «Non, vous pouvez pas souscrire notre assurance tant que vous n'avez pas fermé cette porte». C'est un audit en quelque Un sorte. audit automatisé, et ensuite ce logiciel, son idée c'était, et c'est toujours l'idée, toutes les semaines, une fois que l'assuré est assuré, de lui offrir le fait que toutes les semaines, ce même audit va se perpétuer sur le système informatique de l'entreprise assurée et lui notifier dès lors qu'il y a quelque chose à corriger dans une logique d'alignement des intérêts. Encore une Ouais. fois, on fait ça parce que c'est dans son bien et c'est dans mon bien. Donc ça, c'est la partie technologique, créer cette plateforme de souscription et cet outil cyber qui en fait est le plus rapide à créer. Au début, créer la version 0 aujourd'hui, ce qu'on faisait à l'époque nous paraît ridiculement peu développé quelques années plus tard, mais créer la première version est assez facile. Mais ça, c'était pas ce que je comptais vendre. Ce que je comptais vendre, c'était un produit d'assurance. Et comme tu l'as justement dit, tu ne peux pas vendre un produit d'assurance si tu n'es pas assureur. Et Stoic n'est pas assureur. Devenir assureur, c'est un process qui est très très long, très très lourd, et qui demande quelque chose d'assez simple, qui est d'avoir les fonds pour indemniser les sinistres des entreprises qu'on assure. Donc c'est des entreprises les assureurs qui sont réglementés par la CPR, qui ont des fonds propres qui sont immobilisés pour qu'en cas de cyberattaque, en l'occurrence, ils puissent sortir de leur compte l'argent pour payer les sinistres. Notre positionnement n'a pas été de devenir assureur, je pense qu'on n'aurait pas réussi à l'époque, mais MGA, comme tu le dis, ou en français on dit plutôt agence de souscription, c'est-à-dire on crée notre produit d'assurance, on crée toute la logique derrière en se disant voilà comment on va faire souscrire les entreprises, voilà comment on va tarifer ces entreprises, voilà comment on va faire de la prévention, voilà comment on va gérer les sinistres. Donc toutes les règles du jeu de l'assurance, on les crée nous, mais on va voir avec ça des assureurs, des porteurs de risques, et on leur dit voilà ce qu'on a conçu, voilà ce qu'on aimerait faire. En gros, on aimerait tout faire que fait un assureur, mais on a besoin de vous pour un truc, c'est payer les sinistres. Est-ce que ça vous dit? On fait tout, mais c'est vous qui payez. Et c'est à peu près le deal qu'il faut faire sur un risque comme le risque cyber qui fait frémir tout le monde. À ce moment-là, encore plus en 2021, il y a beaucoup de ransomware, donc beaucoup d'assureurs qui perdent de l'argent. Et donc la plupart des assureurs, quand tu viens les voir avec une proposition de valeur comme ça, et ils te regardent, ils te disent, comme tu me dis au début, ah, t'as voyagé dans des fermes, t'as bossé dans de la philosophie. Eh bien non, je ne vais pas te laisser souscrire du risque cyber de manière autonome parce que j'ai trop à perdre là-dedans. Heureusement, on a quand même bossé un truc qui semblait faire sens. Il y avait Philippe qui était là un peu en gage de sérieux d'un point de vue assurantiel, et c'est ce qui nous a permis d'avoir un premier réassureur, en l'occurrence, qui nous a fait confiance, qui est Swiss Re, qui est toujours un de nos partenaires principaux, et auquel s'est ajouté un assureur ensuite qui s'est greffé au dispositif parce qu'il y a besoin d'avoir un assureur, et qui nous ont permis de nous lancer, on va dire 6 mois après la première levée de fonds. Le 10 décembre 2021, je vendais ma première police d'assurance à un client que je salue et dont je me souviens encore, cette première police. Aujourd'hui, on a bientôt plus de 10 000, OK. mais les 2 premières qui ont été souscrites le 10 décembre au matin, je m'en Putain, j'en rappelle comme si c'était hier. Ah oui. Quand tu parlais de produits, parce que c'est hyper intéressant, tu disais que tu as créé
en gros, un outil, pour tester les sociétés avant qu'elles puissent souscrire, en gros, à ton offre. Pourquoi ce choix-là de le développer un peu, je veux dire, de manière in-house et pas, t'interfacer avec, des géants qu'on peut connaître? Est-ce que ça, c'est un choix stratégique ou c'était parce que tu pensais que à ce moment-là, c'était le plus simple pour toi pour commencer? C'est une question qu'on s'est même pas posée. OK, La beauté du risque cyber, quand tu l'abordes en tant que boîte technologique, c'est que c'est un risque technologique. C'est un risque, profondément technologique et Stoic, s'est construit comme une boîte tech avec, mes 2 associés, c'est des profils d'ingénieurs ouais. et notre thèse, c'est de dire: «On va aider les entreprises à résoudre ce risque technologique par de la technologie». Aujourd'hui, de l'intelligence artificielle et cetera. Externaliser, la technologie, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est se Ouais, dire que tu vas pas créer grand chose par toi-même qui a le fond de la valeur de ce qu'on crée. C'est pas le produit d'assurance en tant que tel. Je veux dire, des conditions générales d'assurance, des règles du jeu de souscription, une connaissance de l'assurance cyber. Il y a plein d'assureurs qui l'ont. Mais ça, combiné avec une vraie expertise en cybersécurité, des vrais socles technologiques, personne ne il y en l'a, avait et c'est pas. là qu'on crée de la valeur. Tu te rappelleras du premier jour où tu as fait ou qu'un client a souscrit à ton assurance cyber. Si on prend ce jour-là, comment ça se passait? Moi, je suis client, ce jour-là, j'avais une PME et je voulais souscrire à Stoic. Comment ça Ouais. fonctionnait? Quand je disais que, dans ma première levée de fonds, rien n'avait changé, il y a un paramètre fort qui a changé, c'est justement le mode de distribution. Parce qu'au début, je suis allé voir les investisseurs en leur disant: «Moi, la distribution, je vais la faire en direct». Et donc toi, Stoic, tu voulais vendre directement aux PME, quoi? Ouais, moi, Jules, je prenais des listings de dirigeants de PME, je leur écrivais en disant: «On peut vous aider à résoudre vos problèmes, cyber avec une combinaison d'assurance et de cybersécurité, parlons-nous». Et donc, on se parle, je présente la proposition de valeur, la personne achète, achète pas, mais quand elle achète, bah, c'est Ouais. ensuite un flow de souscription très simple, une signature électronique en ligne et la voilà assurée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a pas duré longtemps du tout, parce que très vite, en fait, je me suis rendu compte que le panier moyen sur ces petites entreprises est faible. C'est-à-dire que chaque client individuellement me rapporte pas grand-chose. C'est quoi le panier moyen d'un client d'assurance cyber en France? À l'époque, Ouais, aujourd'hui, moi, mon panier moyen, c'est 4 500 € de prime OK, par an. Mais il faut voir que sur la prime, étant MGA et pas assureur, je marge en net 20%. OK. Hem De ce montant global. de ce montant global. Donc sur 4 500 €, un client me rapporte 900 €. C'est un peu plus si je mets pas d'intermédiaire. Aujourd'hui, je paye 20% à un courtier, donc ce serait le double si on voulait. Mais même le double, 1 800 €, donc si pour la distribution qui se fait en direct, ça compense pas le coût d'acquisition, c'est-à-dire le coût que ça a d'aller Acquérir, chercher OK. l'intérêt d'une PME et donc d'avoir des commerciaux qui vont faire ça, du marketing pour aller les chercher et cetera. Et donc ce que j'ai expérimenté moi, c'est des cycles où tu contactes le dirigeant, il prend un call, c'est sympa, on se parle, tu lui racontes la proposition de valeur, tu lui expliques ce qu'est l'assurance, tu lui expliques ce que tu fais en plus et il concluait après 3 semaines d'échange ou 1 mois d'échange: «Merci, je suis convaincu par l'assurance cyber, je vais en parler à mon courtier». Et c'est là que j'ai compris que Stoic ne marcherait jamais vraiment en volume. J'arriverais jamais à réconcilier, mon revenu moyen par client et mon coût d'acquisition client si j'avais pas un intermédiaire pour gérer cette distribution et cet intermédiaire, c'est le courtier en assurance. Toutes les entreprises PME et aujourd'hui, on couvre des boîtes qui vont jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires. De 0 à 1 milliard et encore plus quand les entreprises commencent à avoir quelques millions de chiffre d'affaires, toutes ont un courtier en assurance auprès de qui elles achètent. C'est très, 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 très rare la distribution directe sur l'assurance et ces courtiers sont des relais de distribution qui sont fantastiques. C'est leur métier, c'est des excellents conseils auprès de leurs clients, et puis pour l'assureur ou pour le MGA, ça crée évidemment des volumes d'équipes commerciales qui sont beaucoup plus Ouais, bien limités, sûr. pour aller chercher de la croissance. Et c'était pas le premier choix, au fait, auquel tu inspirais? Tu pensais vraiment au début, enfin, tu voyais vraiment le potentiel de le faire toi-même au début? Ouais, par mes connaissances, Ouais, du monde assurantiel, hein, ouais, c'est la naïveté de départ, tu vois? ouais. De te dire, bah Mais tu as réussi à en signer quand même tout seul au début? bien sûr, Ouais, on ouais, a tu fait, et d'ailleurs, de manière assez marrante, j'ai fait une série A, donc une 1re levée de fonds qui était un peu un seed, c'était très tôt. J'avais peut-être, 100 clients que j'avais signés à la force du ouais. poignet en direct et dans ma série A, j'ai dit à mes investisseurs: «Je sais comment on va distribuer le produit à travers les courtiers» et ça je l'ai fait en mars 2022, donc 9 mois après la première levée, 3 mois après le lancement. Je leur racontais complètement, quelque chose de complètement différent de ce que j'avais raconté un peu plus tôt. Mais bon, on avait, quelques clients, mais je savais que c'était une base fragile. J'avais des bases fragiles, en dessous de moi parce que j'arriverais pas à faire des grands volumes avec cette approche de distribution. Ouais, tu parlais justement des années 2021 et tu parlais d'avoir eu un premier contact avec les dirigeants de PME. Tu vas être dans une année, alors j'ai plus les grandes dates en tête, mais la période un peu Covid quand même, enfin ou un peu après, un peu avant. Mais en tout cas, cette période-là,
elle va connaître quand même une digitalisation assez forte et même des PME de manière traditionnelle sont assujetties de plus en plus aux risques cyber. Est-ce que tu as vu une prise de conscience beaucoup plus forte? Parce que c'est vrai que les grands groupes, quand j'ai fait un petit peu de cybersécurité, d'investissement en cybersécurité et quand tu parles aux grands groupes, en fait, tu te rends compte qu'elles sont hyper équipées en outils cyber. C'est pas un outil, mais c'est des dizaines d'outils pour une seule boîte. Quand tu vas chez la petite PME du coin, parce que tu me disais que tu couvrais quand même un spectre assez large, donc tu as des grandes, PME, voire ETI, on va dire, mais la petite PME, est-ce qu'en risque cyber, au début, quand tu vas chez eux et que tu commences à comprendre le marché dans lequel tu vas évoluer, tu te dis, franchement, leur risque cyber, elles en ont pas vraiment conscience du risque auquel elles sont exposées? Alors, le différentiel pré-Covid, post-Covid est pas facile pour moi parce que je Ouais, sais pas trop ouais, pré-Covid, mais en effet, le Covid a amené toutes les entreprises à s'interroger sur leur structure informatique parce qu'elles ont dû apprendre à travailler à distance et ça a accru le volume de cyberattaques, et beaucoup d'entreprises ont perdu beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'entreprises d'assurance ont perdu beaucoup d'argent et beaucoup de PME ont perdu beaucoup d'argent à cause de cyberattaques qui ont marché à ce moment-là. Est-ce que ça a augmenté la prise de conscience? Oui. Est-ce que ça a suffisamment augmenté le niveau de conscience? Non. Mais parce que ce qu'on répète encore et encore aux PME qu'elles ont du mal à voir tant qu'elles n'ont pas vu un copain qui s'est fait attaquer. Souvent, c'est pour ça que la sensibilisation augmente, c'est que de plus en plus de dirigeants, ils ont un copain qui a une boîte à côté, qui a subi une cyberattaque. Ce qu'on leur répète, qui est important, c'est que les attaques qui ciblent des grands groupes, c'est des attaques ciblées. C'est-à-dire, je veux rentrer dans le système informatique de Total, de BNP et je veux le Paribas faire, peu importe comment je vais le faire, je veux y arriver. et je vais y passer, des jours et des jours et des jours, pour contrecarrer leurs outils, pour trouver une porte d'entrée dans leur système informatique et chercher à faire mal. Ouais, bien sûr. La PME, les attaques sont opportunistes, c'est-à-dire pour la plupart, il y a quelques ETI ou PME très stratégiques, mais la plupart du temps, c'est opportuniste, c'est-à-dire des attaquants qui lancent comme des grands filets à la mer, donc c'est-à-dire le même type d'attaque, potentielle, soit pour exploiter une vulnérabilité technique dans le système, soit pour exploiter une Ouais, vulnérabilité humaine à travers du phishing, et cetera, dans l'espoir de mettre un premier pied dans la porte d'un système informatique et d'ensuite s'intéresser à la boîte en se disant: «Comment je peux faire mal?» Mais donc la PME souvent, son premier réflexe c'est: «Tiens, mais attends, moi, je fabrique des tambours en Vendée. Qui va s'intéresser à moi? Je suis pas stratégique ouais, bien pour sûr. les Russes, quoi». Et la réponse est: personne s'intéresse à toi, mais ça ne t'immunise pas parce qu'en fait, comme, la boîte plus stratégique, tu es victime de tentatives permanentes, opportunistes et c'est qu'une seule fois que l'attaquant a réussi à mettre un pied dans ton système que là, il va réfléchir comme un financier et se dire: «Qu'est-ce que je peux tirer financièrement de cette attaque? Comment je peux gagner un maximum d'argent sur cette attaque?» Bien sûr. Et justement, quand tu vas commencer, parce que ça m'intéresse beaucoup parce que, souvent au début, est-ce que tu arrives à bien, calibrer ton ratio un peu sinistre sur prime? C'est quelque chose qui est important en assurance. Au début, tu vas développer ton propre produit, avec ta propre base, mais un produit cyber aujourd'hui, on le voit, c'est un produit qui est méga technique, qui est super dur, qui est en constante évolution. Est-ce qu'au début, en toute honnêteté et transparence, par rapport à l'audit que tu faisais, tu te dis: «Bon là, en vrai, par rapport à maintenant et la maturité qu'on a, il y avait certaines choses qu'on calibrait mal et on avait du mal à identifier» ou alors c'était pas du tout un sujet? Alors, très, très complexe et profonde question, mais intéressante. Alors là, comment l'aborder? Je dirais que un des apprentissages que j'ai eu de mon premier assureur, Ouais, de l'époque, qui s'appelait Achille, ouais, bien sûr. que vous connaissez Ouais, certainement, dans l'écosystème et un des apprentissages qui m'a été donné, c'est de dire: dans l'assurance, il y a des sinistres de fréquence et des sinistres d'intensité. La fréquence se contrôle par le prix, l'intensité se contrôle par la sélection et la gestion du sinistre. Le risque cyber, c'est pas un sinistre de fréquence, et personne n'a de données, historiques, passées pour savoir comment prédire le risque dans le futur parce que la menace évolue perpétuellement et c'est pas en changeant de plus ou moins 5-10 ses primes qu'on va avoir un impact fort sur son ratio sinistre sur prime à la fin de l'année. C'est en évitant les sinistres qui vont taper le plein. C'est en évitant les grosses cyberattaques, les gros ransomware qui vont coûter 1 000 000, 2 000 000, 5 000 000. Aujourd'hui, on offre 10 millions de garanties maximum. Notre mission, c'est d'éviter ça. Ça se fait par une bonne souscription, c'est-à-dire bien auditer, bien choisir les risques, bien refuser les risques. Et c'est à ça que sert ce scanning pré-souscription, c'est refuser les plus mauvais. Ça veut pas dire qu'on accepte que des bons, surtout sur de la PME, il y a plein de risques qui sont pas très bons, mais au moins les mauvais, on les retire. OK. Et ensuite, et c'est le point clé pour répondre à ta question, c'est la partie gestion du sinistre. Ce qui va faire qu'un sinistre cyber va coûter cher aujourd'hui, enfin, je ne rentre pas dans toutes les garanties de la Ouais, bien couverture sûr. d'assurance, c'est essentiellement la perte d'exploitation qui peut être engendrée par la cyberattaque. C'est-à-dire une C'est-à-dire entreprise. l'arrêt de fonctionnement d'une entreprise. Exactement.
une entreprise industrielle, une entreprise de e-commerce qui subit un arrêt de son activité parce qu'il y a un ransomware qui bloque le système informatique, chaque jour perd des dizaines, des centaines, des millions d'euros qui est indemnisé par la couverture d'assurance cyber. À quel point est-ce que l'assureur peut aider l'assuré à repartir vite et à faire repartir son activité quand la cyberattaque frappe? C'est ça qui va faire le delta majeur sur, à la fin, quel est ton ratio sinistre sur prime. D'accord. Et donc, pour reprendre ta question, début 2022, on se lance, et comme tous les assureurs européens aujourd'hui, c'est encore le cas, et c'est une ineptie à mes yeux, enfin je ne comprends pas comment les gens peuvent bien dormir avec ça, on externalisait la prestation d'intervention d'urgence en cas de cyberattaque à une équipe très compétente techniquement, qui faisait son travail de manière carrée pour intervenir quand il y avait une cyberattaque, mais avec un intérêt divergent par rapport à celui de l'assureur. L'assureur veut que ça reparte très vite, je l'ai expliqué. Le prestataire en Il veut que informatique ça dure. veut des jours Parce hommes qu'il y a des facturés. jours hommes facturés. Donc en fait, plus il intervient longtemps, plus le compteur tourne, plus il est rémunéré. Exactement. Et donc, fin janvier 2022, en plus, ou début février, je file à la maternité pour mon premier enfant qui naît. Je m'en souviens très bien. On a eu notre premier sinistre, alors qu'on a encaissé quelques dizaines de milliers d'euros de primes, et on reçoit une facture du prestataire en question sur le premier sinistre de une grosse dizaine de milliers d'euros, ce qui n'est pas énorme aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on en gère tous les jours des sinistres à 10 millions d'euros. À l'époque, pour ce qu'on avait, notre assureur voit ça, il voit rouge, et nous, on voit ça, on se dit comment ça peut être aussi cher, sachant que c'était pas une cyberattaque majeure que notre assuré avait subi. L'assureur s'agace, notre loss ratio, enfin notre surprise à ce moment-là décolle. Évidemment, 2022, on a été déjà très profitable, donc ensuite ça s'est corrigé. Et dans la discussion qu'on a, on se dit, on ne maîtrisera jamais vraiment ce risque, on sera jamais vraiment à l'aise sur notre ratio S sur P si l'équipe qui intervient n'est pas une équipe qui a des plein intérêts alignés avec l'assureur et avec l'assuré, qui est de l'aider à repartir vite. Et donc ce jour-là, on a pris une décision avec mon associé, peut-être quelques jours après, quand je suis rentré de la maternité quand même. On s'est dit, cette prestation, on doit l'internaliser. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Donc on a cherché, recruté, aujourd'hui construit une équipe de plus d'une vingtaine de personnes, très très compétentes dans la gestion des cyberattaques, qui font ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on pourrait y revenir. Qu'est-ce qui fait qu'on maîtrise le risque? On sélectionne bien le risque, toujours avec rigueur, on dit non quand on n'aime pas le risque. Il y a plein de secteurs sur lesquels on est plus frileux parce qu'on sait que c'est moins notre appétit de risque, on sait où on est bon, on sait où on est moins bon, etc. On fait de la prévention, évidemment, pour limiter la fréquence, mais aussi et surtout, on a une équipe exceptionnelle pour intervenir quand il y a des cyberattaques, et c'est ça qui nous permet d'avoir une maîtrise du risque à la fin. Okay. Non, mais tu me donnes une bonne clé de lecture. Non, mais tu me donnes une bonne clé de lecture parce que j'avais pas ça en tête, moi, tu vois, cette divergence d'intérêt, je vais dire, entre le prestataire qui intervient et je l'avais pas. Donc tu me donnes une clé de lecture assez intéressante. Indépendamment de sa qualité technique, hein, et je bien sûr, tous les prestataires mandatés sont souvent des gens très très bons techniquement, mais juste le système est fait de manière telle que les intérêts. Je pense qu'ils se disent que aussi, tu vois, les assureurs, par définition, ils comprennent rien. Ils ont souvent les poches assez profondes, on va pas se mentir. Et donc, du coup, tu te dis, bon, bah voilà, je vais aller à 10. Quelques jours par-ci par-là. Voilà, ça va pas se voir. Ouais. Enfin, je peux rentrer dans un exemple, mais un de nos sinistres, je pense l'avoir déjà raconté à un micro, mais c'est un exemple éloquent parce que ça arrive début 2023. Je me souviens que c'est une entreprise de e-commerce français, belle entreprise de e-commerce, en pleine période de solde, que j'avais fait souscrire à travers un courtier, en accompagnant le courtier dans la souscription fin 2022. Je pense que je me souviens même d'avoir fait souscrire le jour de Noël 2022. Et début 2023, donc février, mars, je sais plus quand étaient les soldes, le vendredi soir, on reçoit une alerte, ransomware, système informatique bloqué, et 250 000 euros de marge brute par jour générée en période de solde sur le site internet. Donc une perte opérationnelle de 250 000 euros par jour, très facile à calculer pour un e-commerce, on sait très bien ce qu'ils ont fait, etc. Dans le contrat d'assurance cyber, il y a une franchise sur la perte d'exploitation. Tu peux expliquer ce qu'est une franchise pour les gens? Alors, en l'occurrence, il y a des franchises horaires et monétaires. Quand on loue quand toute personne qui a fait l'expérience de louer une voiture sait qu'on lui dit il y a une franchise de 400 euros, ça veut dire les 400 premiers euros de dégâts sont pour vous. Okay, donc c'est ce qui reste quand même à la charge de l'assuré, même en cas de sinistre. Et donc ça, c'est monétaire. Nous, on a aussi une franchise, souvent c'est 1 000, 5 000, 10 000 euros, peu importe, selon la taille de l'entreprise. Et horaire, c'est de dire la perte d'exploitation, les 12 premières heures de perte d'exploitation, donc d'interruption du système, ne sont pas couvertes par l'assureur. Donc les 12 premières heures, parce que sinon, ça veut dire que dès la première minute, tu te mets à calculer, c'est des choses que l'assurance paramétrique essaie de résoudre, c'est pas simple. Les 12 premières heures, on les indemnise pas.
Donc en gros, là, si tu fais le calcul de ta boîte, qui a une marketplace ou un Ouais. voilà, ça veut dire qu'en gros, sur 250 000, il y a déjà 125 000 qui perd et qui sera pas assuré. Si tu veux, ou tu peux le dire différemment, tu peux dire à partir de 12 Oui, heures, on perd 250 000 voilà, euros c'est par ça. jour. Et Ouais, si c'est ça. et si ça dure 15 jours, on paiera 15 fois 250 000 Ouais. euros. Enfin, Ce qui est énorme. capé par le montant de garantie. Ouais. Je te raconte cette histoire parce que ce sinistre, comme beaucoup de sinistres, intervient un vendredi à 18h30. Vendredi 18h30, ça veut dire que mes 12 heures, ils aboutissent au samedi 6h30 du matin. Et moi, qui ai le même intérêt que l'assuré, c'est pour sa réputation, pour son chiffre, qu'il ne soit pas interrompu pendant les Ouais. soldes, et a fortiori qui a envie que ça arrive, que ce soit résolu pendant la période de franchise. Je peux te dire que nos équipes de réponse à incidents ont travaillé absolument toute la nuit, aidé à remonter l'infrastructure de l'entreprise de 0 à Z, de A à Z, pendant la nuit. Et le samedi matin à 4h du matin, l'entreprise était repartie. Moi, heureusement, je dormais. Le samedi matin à 7h30, en me réveillant, j'actualise le site de cette entreprise et je me dis bon, bah, c'est bon, c'est reparti, on a fait le Ça travail. marchait. Ça nous a coûté 0, le coût de l'assistance, machin, Ouais. pas grand chose. Et l'entreprise est une des entreprises promotrices de Stoic le plus fort dans sa région. On en a parlé partout parce que c'est là qu'on délivre la vraie valeur. Donc j'ai délivré de la valeur pour l'assureur qui n'a pas eu de perte, pour moi qui est un assuré satisfait, un courtier satisfait de la prestation, un assuré satisfait, tout le monde est content. Oh, c'est très clair. Tu parlais au tout début un petit peu de ce pourquoi tu avais créé Stoic. Tu disais un marché, qui va être croissant au fil des années, où je suis totalement d'accord avec toi, la cybersécurité sera de plus en plus présent, je dirais, dans nos interactions du quotidien et sera une vraie menace, à la fois pour la vie privée, mais aussi pour les entreprises, pour le fonctionnement. Justement, toi, ce risque, cyber que tu vois évoluer, comment tu vois ce marché? Parce que tout à l'heure, je t'ai posé une question de est-ce que les dirigeants de PME, ils ont vraiment pris en compte ce risque-là? Est-ce qu'ils le quantifient bien? Aujourd'hui, ce marché de l'assurance cyber est en croissance, mais est-ce que le taux d'adoption suit? Ou alors tu as vraiment, encore des gens où tu te dis: «Bon, bah, le marché grandit, mais au final, les gens ne souscrivent pas assez, c'est pour les assurances». Comment tu vois vraiment ça, toi, dans ton day to day chez Stoic? Ouais, il y a 2 choses. 1, ma mission ne s'arrête pas à l'assurance, et c'est ce que je racontais au début. Stoic a vraiment 2 pôles d'activité extrêmement complémentaires: l'assurance, et tout ce qu'on va mettre à disposition en termes de cybersécurité. Tous les services gratuits inclus de cybersécurité. On a aujourd'hui des services, payants additionnels, des logiciels qu'on crée pour protéger les boîtes mail, pour protéger les Ouais, postes les terminaux de travail de nos assurés, qu'on met à disposition de nos assurés, toujours dans une logique d'améliorer leurs risques pour que derrière ils clair. soient contents, et cetera. Ça, c'est prévu dans ton contrat, de manière Heu, générale, ou tu disais il y a des choses j'ai additionnelles, mais c'est quoi concrètement? C'est des outils type EDR, donc Endpoint Detection and Response, mais c'est ce genre d'outils-là que tu utilises? Ouais, alors, il y a des outils qui sont inclus dans le contrat, ceux qui sont gratuits. C'est une plateforme qu'on Ouais, appelle bien Stoic sûr. Protect avec du scan, de l'audit hebdomadaire, Ouais, des campagnes de phishing pour les collaborateurs, c'est développé en interne, c'est OK. gratuit, des scans d'Active Directory, enfin je rentre pas Ouais, dans bien trop sûr. de détails, et ça c'est gratuit, inclus avec le contrat. Et ensuite il y a ce qu'on a créé en plus, des EDR managés par nos équipes Stoic, OK. de la surveillance des boîtes mail avec un logiciel qu'on a créé en interne et de la surveillance qui se fait, en plus avec nos équipes. Donc ça, qui sont vendus en plus si le client le souhaite. S'il ne le veut pas, il ne le veut pas, c'est lui qui choisit, qui nous permet de faire le tour du risque. Donc pour reprendre ta question, est-ce que la sensibilisation sur l'assurance croît et est-ce que le marché croît? La réponse est oui, mais ça part d'une base faible et ça croît à sa vitesse. En gros, il y a peut-être 10 des assurés, des PME, ETI françaises qui ont une couverture d'assurance contre les cyberattaques. Je dis françaises, 10. c'est pareil en Europe, entre 5 et 10, C'est pas inférieur. énorme? C'est rien parce que demain, tu sais très bien que 100 en auront un. Enfin, je veux dire, c'est comme, au début la voiture s'est développée, ensuite il y a eu l'assurance auto qui est devenue obligatoire, ça a pris des dizaines d'années avant que ce soit le cas, Ouais, bien sûr. qu'on se mette à protéger, aussi bien. C'est la même logique, qui se passe sur, le cyber. D'abord, on s'est mis à utiliser le numérique et puis ensuite, le niveau de sécurité, la conscience de la sécurité augmente. Donc c'est rien encore sur ces petites entreprises et ça croît à son rythme et ça peut pas croître plus vite que le Schmilblick parce que cette croissance, elle est portée par des courtiers en assurance qui vendent plein de lignes d'assurance
et qui doivent faire une démarche proactive vis-à-vis de leurs clients pour pousser. Donc ça croît de 15-20% par Ouais, an. bien sûr. Voilà. Et donc, moi, ma logique, c'est de me dire, je vais devenir le leader sur chacun des marchés où je suis. C'est le cas en France, l'assurance cyber, PME, TI, on est de très loin le leader, hein, plus gros que tous les gros assureurs qui font ça. C'est le cas dans les autres marchés dans lesquels je suis en train de me lancer. Et ça va pas croître jusqu'au ciel parce que ça va être limité, ma croissance va être limitée par la croissance de la taille de marché. En revanche, là où ma croissance et mon réservoir de croissance est illimité, c'est sur ce qu'on est capable de proposer comme service additionnel en plus de l'assurance à nos assurés. Pour toujours les mettre dans un cercle vertueux de dire vous êtes assuré, oui c'est bien d'être assuré, c'est votre filet de sécurité, mais il y a plein de choses que vous devez faire à mesure que vous grossissez pour vous prémunir de ce risque, pour réduire votre exposition au risque, protéger vos terminaux de travail, les endpoints, protéger vos boîtes mail, protéger vos firewalls, protéger votre réseau, etc. Et ça, c'est plein de choses qu'on veut continuer de développer pour faire le tour du risque des entreprises en question. Très clair. Tu te disais, et hier aussi, j'ai reçu Adrien Toiti de Manager One qui avait créé une fintech. Ouais. On discutait avec lui parce que c'est vrai qu'on s'est posé ce constat de départ. Souvent, il y a eu la même chose sur les néobanques, il y a eu la même chose sur les néobanques pour jeunes. On a l'impression que tous les concurrents se lancent en même temps sur ces marchés-là. Souvent, tu as l'impression que tout le monde a la même idée en même moment. Souvent, c'est les opportunités de marché. Je tire un peu le trait Ouais. parce que j'ai envie de le tirer. Mais toi, en France, tu vas avoir d'autres concurrents. On peut parler de Datac, il me semble que Datac est un de tes concurrents. Peut-être qu'ils ont un format un peu différent. Mais tu as aussi des banques assurances qui proposent de l'assurance cyber. Un petit peu moins, c'est plus rare. Comment toi, tu as vu ce paysage, je dirais, au Day One arriver? Et on dit souvent qu'il y a un bon marché et il y a de la concurrence. Comment toi, tu as vu cette concurrence-là d'acteurs français qui se sont lancés sur ton marché avec toi et comment tu vois un peu cette évolution? Très bonne question. Alors, déjà, je précise qu'aujourd'hui, la France va représenter moins de la moitié de mon Ok. activité. Donc, l'Allemagne est en passe de devenir notre plus gros marché. Pas encore cette année, mais certainement l'année Par le prochaine. taux d'équipement ou par le fait qu'ils sont plus sensibilisés ou que tu as plus d'équipes? Enfin, c'est quoi C'est le... un plus gros marché Ouais, avec des courtiers qui sont plus sensibilisés, avec plus de concurrence, justement, pour reprendre ce point. ouais, Donc, des assureurs qui, depuis plus longtemps, sensibilisent les courtiers à ce risque et donc des courtiers qui sont meilleurs pour parler de ce risque à leurs clients. ok. Non, non, mais Schématiquement, je dirais ouais, que c'est bien ça. sûr. Donc la concurrence a cette chose bonne que notre goulet d'étranglement de croissance, ce que je disais avant, c'est le niveau d'éducation d'un courtier sur ce risque. Plus le courtier sait parler du risque cyber, plus il en vend, plus tout le monde en bénéficie. Et moi, et après je reviens sur l'univers concurrentiel, le produit stoïque, quand un courtier sait le vendre, enfin sait en parler, c'est un no-brainer, c'est tellement facile à vendre. Je veux dire, il y a plein de courtiers qui sont parfois des petits agents généraux ou Ouais, bien sûr. des petits courtiers de province qui ont 2 collaborateurs, qui vendent un contrat par jour ou un contrat tous les 2-3 jours parce qu'ils savent en parler. Dès qu'ils rencontrent une PME, ils lui racontent l'alignement des intérêts, le risque, le prix qui est finalement pas énorme pour des PME. Et donc, ça se vend très bien. Le goulet d'étranglement, c'est le niveau de formation des courtiers là-dessus. Et notre mission, nos équipes commerciales ne font que ça, aider les courtiers à mieux en parler, à monter en niveau, etc. Quand on arrive sur un marché, quand on arrive sur le marché français en 2022, nos seuls concurrents, c'est les assureurs traditionnels qui sont déjà sur ce risque. Il y en a plein, hein. Il y en a à ce moment-là une quinzaine. Enfin, je veux dire, des Ouais. assureurs qui ont un contrat d'assurance cyber. Parfois, ils ont un partenariat avec des banques assureurs, mais souvent les banques assureurs n'ont pas leur propre produit, ils redistribuent un produit d'un assureur. Enfin, je pense, je sais pas, Crédit Agricole a un partenariat avec Hiscox, Société Générale avait un partenariat, je sais pas s'il existe encore, avec AIG, etc. Nous, on a fait un partenariat avec BNP Paribas, qui distribue notre produit. Mais donc, c'est ces assureurs-là, AXA, Groupama, MMA, AIG, Hiscox, Chubb, Beazley, des assureurs qui vendent de l'assurance cyber à travers des courtiers. Et nous, on arrive en disant, on va proposer quelque chose de radicalement plus simple, plus complet aux courtiers et donc prendre la place sur ce segment. Allemagne, à peu près la même histoire, plus de concurrence, etc. Et en même temps, se créent des entreprises qui ont à peu près la même proposition de valeur. On est 3 sur le marché européen à avoir bourgeonné au même moment, exactement au même moment, c'est assez drôle. Un qui s'appelle Baobab, qui est en Allemagne, un qui s'appelle Datac, qui est en France, et nous, Stoic, qui sommes en Europe aujourd'hui. Et ensuite, la proposition de valeur initiale, c'est la même. Et la question, c'est qui exécute le mieux. C'est ce que disait, je sais plus quel entrepreneur, Benoît Grassin. Benoît Grassin, que tu citais tout à l'heure. Évidemment que d'une idée initiale, la question, c'est qui exécute le mieux. Aujourd'hui, je pense qu'on est 4 fois plus gros que le deuxième. Je sais pas si c'est Baobab ou Datac, mais chacun est resté sur son marché de départ, Ouais, bien et sûr. même sur ses marchés de départ, reste significativement plus petit que nous. Et qu'est-ce que tu parlais de l'exécution. Maintenant que tu as un peu de recul,
et que tu as mis un petit peu tes concurrents dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui a été pour toi game changer et que tu penses que tu as mieux exécuté que tout le monde, en fait? Moi, je pense que c'est ce que je t'ai dit, à 2 moments depuis le début, c'est, la valeur qu'on a mise sur, la technologie et la compréhension du risque. Donc ce que je disais en étant extrêmement, exigeant intellectuellement sur, la souscription des risques, qu'on a, la technologie, en comment elle nous sert à faire ça, la prévention et donc en poussant ça très, très loin et sur la compréhension des risques, en créant notre propre équipe de réponse à incident. L'équipe de réponse à incident qu'on a créée, on est les seuls à l'avoir fait. Je pense que c'est enfin, encore une fois, j'ai mal dormi pendant l'année 2022 parce que je craignais d'avoir une notification d'un sinistre, et encore, j'avais une petite base d'assurés. Aujourd'hui, j'en ai 3 par jour ouvrés. Je vais en avoir, 1000 sur les 12 prochains mois de cyberattaques. J'en ai eu 400 sur les 12 derniers mois, des cyberattaques à gérer sur mes assurés. Donc on en a beaucoup. Si je tremblais à chaque fois que j'avais une notification de mon prestataire qui gère ça, je dormirais Ouais. extrêmement mal. Et cette valeur, elle est perçue par le client final, elle est perçue par le courtier, elle est perçue par les assureurs. C'est ça qui nous a permis, je pense, de prendre une, et ensuite, du coup, nous a permis d'attirer des investisseurs plus tôt, donc de recruter des gens meilleurs. Et tout ça est une boule qui Ouais. s'auto-entretient, quoi. Donc je pense qu'on a pris une tête d'avance et du coup, la tête d'avance ne fait que s'accroître par rapport au reste. Il y a une stratégie que tu as mis en place et tu vas me dire à partir de quand tu vas la mettre en place, mais très vite, et même je te suis beaucoup sur LinkedIn, je regarde un petit peu ce que tu postes, je te stalke pas, hein, je regarde juste ce que tu postes. Je vois beaucoup de choses sur ton expansion, je dirais, hors des frontières de la France, Ouais. et tu disais toi-même que finalement, c'est plus la France ton plus gros marché, et tu vas développer plusieurs pays, donc il me semblait que tu avais l'Espagne, si je me trompe pas, tu as aussi l'Allemagne, tu diras tu as la Belgique aussi, enfin tu les diras mieux que moi parce que j'ai pas envie de faire de boulettes. Ces stratégies-là de go to market, on va dire, européennes, nous, on évoque beaucoup ce sujet dans le podcast parce qu'effectivement, on a pas mal de gens fintech, insurtech parce que, bah, voilà, mes invités me ramènent d'autres invités qui sont dans ces milieux-là et on parle beaucoup de ces marchés-là et on dit souvent en assurance et en finance, on a l'impression que c'est des marchés qui sont globaux, pardon, et en fait, on se rend compte que, bah, et je le dis souvent dans le podcast et mes invités le rappellent à juste titre, c'est que la fintech et la surtech dans le monde, c'est pas des marchés globalisés. Chacun a sa spécificité, chacun a sa manière d'agir, chacun a son rapport à l'argent. L'assurance en France n'est pas la même que l'assurance aux US et tout est très différent. Toi, quand tu vas te dire: «Bon, bah, voilà, go, on va ouvrir un peu de pays, il faut que j'ai une expansion internationale, européenne», quels sont les marchés que tu vas prioriser? Pourquoi tu vas prioriser ces marchés-là à l'instant T? Tu te dis: «OK, go, on va là-bas parce que je pense que c'est le bon choix à faire et à prendre». Alors, je partage fortement ce constat, hein, pour l'avoir maintenant fait, 5 ou 6 fois. Chaque pays est une aventure et c'est repartir de zéro. C'est rechercher, le succès, en devant construire, pas à pas ce succès, et il faut localiser tout ce qu'on fait et c'est notre idée depuis le début, c'est de se dire partout où on va, on doit avoir une équipe locale, on doit avoir un dirigeant local, qui va porter, cette équipe, localement avec, toutes les fonctions clés qui doivent être en allemand, qui doivent être en espagnol, qui doivent être en flamand, pour pouvoir être cohérent et être pertinent sur le marché en question. Comment est-ce qu'on choisit les pays? Je dirais si on faisait une approche rationnelle, il y a plusieurs choses qui se croisent. Il y a la taille du marché évidemment, qui est importante, de se dire est-ce qu'il y a un gros gâteau à aller chercher? L'univers concurrentiel, est-ce qu'il y a des acteurs, qui, sont déjà en place que je vais avoir du mal à déloger ou est-ce que j'ai une place à prendre? Et ensuite les rencontres, et le dirigeant en question. Est-ce que j'ai un dirigeant en qui j'ai confiance et dans lequel je vais pouvoir me lancer? Taille de marché, les plus gros marchés aujourd'hui, c'est des marchés anglo-saxons, mais ça marche pas avec ma deuxième, donc États-Unis, UK. Mais il y a déjà beaucoup d'acteurs, les acteurs que je citais tout à l'heure qui sont déjà là. Donc nous, on a recentré notre intérêt vraiment sur l'Europe continentale, les pays où ça parle pas anglais, où il faut parler, la langue, où du coup il y a une vraie barrière à l'entrée à Elle créer. elle est énorme cette barrière, parce que c'est vrai qu'on se rendait pas compte, c'est qu'en fait les gens quand on fait du go-to-market, ils me disent: «OK, mon deuxième marché, ça va être les US ou les UK». C'est parce qu'en fait la langue est globalisée et en fait on se rend pas compte de l'étape que ça demande d'ouvrir, l'Espagne puis l'Italie, parce qu'en fait tout est différent. Ouais, et c'est certainement aussi dur que de se lancer, au UK, pour une taille de marché plus faible, mais avec une barrière à l'entrée énorme et que souvent les acteurs américains n'ont pas, assez comprise ou pas assez évalué. Et donc nous, comment on a décidé, l'Allemagne, par exemple, comme c'est le premier marché qu'on a ouvert, de manière assez, candide, en se disant: «Bon, bah, marché, on veut prendre enfin, c'est le plus gros marché au monde non, English speaking, enfin, où ça ne parle pas Mmh. anglais, l'Allemagne». Et mes investisseurs, j'avais fait rentrer un gros investisseur américain qui s'appelle Andreessen Horowitz, enfin, qui est toujours un de mes investisseurs aujourd'hui, m'avait dit:
Jules, tu veux être le champion européen, tu seras jamais perçu comme le champion européen si t'es pas le champion en Allemagne et le champion en France. Point. Je lui ai dit ouais, mais je pourrais faire la Belgique, l'Espagne, la Suisse. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit France, Allemagne. France c'est déjà Donc t'as fait. pas eu le choix. Et je dis ça évidemment, j'ai une super relation avec mes investisseurs et si j'avais voulu faire Espagne ou Belgique, mais ce message est important. Quand on dit à la fin, on parle des concurrents, etc. Envoyer le signal de dire c'est moi le champion en Europe de ce sujet, c'est important pour attirer les investisseurs, pour attirer les meilleurs talents, pour attirer de la confiance de partout. Et pour nous, aller se frotter au plus dur directement, ça a été l'épreuve du feu. Mais quand on a vu que l'Allemagne, on y arrivait, j'ai recruté une super directrice locale, Francisca. Quand on a vu que ça décollait, la première année en Allemagne, on a fait 6 fois plus de résultats que la première année en France. Quand on a vu ça, on s'est dit, mais en fait, on peut réussir partout. Ouais. Si on a réussi la France et on a réussi l'Allemagne, on peut réussir partout. Non pas que ce soit simple. Parfois, j'entends les entrepreneurs dire, je vais ouvrir 6 pays dans les 9 prochains mois. Comment tu fais? Moi, chaque pays, c'est de la transpiration, c'est de la sueur, c'est des larmes, parce que je veux gagner. Et que pour gagner, il faut recommencer plein de choses. Il y en a qui se répliquent. Il y a un playbook qui se dessine. C'est jamais simple. Et donc, voilà, après France et Allemagne, on s'est étendu en Autriche, en Espagne, au Luxembourg, en Belgique. On va repasser un petit peu en arrière parce que c'est une question que je voulais te poser un petit peu pour donner une ordre de grandeur, je dirais, aux gens qui nous écoutent. Et qui se rendent pas compte parce que c'est vrai que bon, il y a certains sinistres en assurance, on peut imaginer ce que coûte, je sais pas, le changement d'une maison. Enfin, on a des ordres de grandeur, mais l'assurance cyber, on se dit bon quand je prends plein de PME, je me rends pas compte de ce que ça coûte vraiment en termes de coût pour la structure, pour vous, une attaque cyber. Ouais. Globalement, aujourd'hui sur le marché français, parce que il y a peut-être des disparités aussi dans ce que tu as, mais globalement le coût d'une cyberattaque pour une entreprise, en moyenne, ça c'est quoi? J'aurais beaucoup de mal à donner un chiffre. Ouais. Je sais le dire pour le portefeuille Ouais. Stoic et il est assez faible, mais parce que déjà la première question c'est avec ou sans Stoic. Parce qu'avec l'équipe qui intervient pour te limiter ta période d'exploitation, avec l'équipe qui intervient pour négocier Ouais, la bien sûr. rançon avec l'attaquant, ou si tu la gères tout seul. Si tu la gères tout seul, ça va être drastiquement plus élevé que si on est là. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est plutôt de comprendre qu'est-ce qui coûte cher à l'entreprise et qu'est-ce qui est couvert par l'assurance et dans l'ordre, qu'est-ce qui coûte de plus en plus cher. Ouais, bien sûr. Si je les prends dans le désordre plutôt, premier truc qui coûte cher, c'est l'assistance, la gestion de crise, avoir des gens qui interviennent. Si l'entreprise doit se débrouiller tout seul, déjà il faut trouver la personne qui a de la bande passante pour l'aider, ce qui est pas toujours facile. Et c'est un coût évidemment d'avoir des gens compétents pour gérer la cyberattaque. Ouais, bien sûr. Reconstruire le système informatique, le remettre en état. Bon, ça c'est un coût, on va dire, de quelques Ouais. milliers, dizaines de milliers d'euros selon la taille de la cyberattaque. Ensuite, la perte d'exploitation, on en a parlé, les dommages subis par l'assuré. Mon système est à l'arrêt. Et ça touche surtout les entreprises dont l'activité dépend du système informatique de manière vitale. Donc j'ai dit les grossistes, les e-commerçants, les industriels. Ouais, bien sûr. Ça s'arrête, ça fait mal tout de suite. Dedans, j'inclus le coût du paiement de la rançon, quand il faut payer parce que on n'arrive pas à faire repartir l'entreprise. Si l'entreprise doit payer, ça coûte cher. Si c'est l'assureur, souvent on arrive à faire repartir sans payer. Troisième volet, c'est le coût des dommages subis, des dommages causés à des tiers. OK. J'ai de la donnée sensible, je suis cabinet d'avocat, je suis cabinet de conseil, j'ai de la donnée sensible sur mes clients qui fuitent, le client peut se retourner contre moi. Et C'est sa responsabilité. sa responsabilité civile en cas de fuite de données ou en cas de transmission de virus à un tiers. La vérité, c'est qu'en France aujourd'hui, ça coûte très peu parce qu'on se fait pas beaucoup de procès les uns les autres. On n'a pas cette culture de la class action comme il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, ça coûte super cher. Nous, pas grand-chose. On essaie de le limiter pour des risques de réputation plutôt inquantifiables, ça fait mal. Mais en termes de coût de procès et de défense, c'est très rare. Et le quatrième volet, qui en revanche, lui, est très fréquent, c'est la fraude. C'est le détournement de fonds, le faux fraude au RIB, président. la fraude au président. Et ça, on en voit beaucoup. Des plus petits montants, même si ça nous est arrivé de voir des fraudes de plusieurs dizaines de millions d'euros. Des plus petits montants, mais ça peut faire mal. La somme de tout ça, ça peut représenter 10 000 euros si c'est que l'assistance à 10 millions d'euros si c'est une belle ETI qui a été à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Il nous reste plus beaucoup de temps, Jules, parce que c'est presque 1 heure qu'on parle. Mais si je repasse et je re-switch du coup sur là où on en était et sur le go-to-market un peu international, tu nous as donné ta vision de comment tu ouvrais tes pays. Tu as parlé de quelque chose qui te semblait hyper important, c'était le fit avec la personne qui allait ouvrir ton pays.
Si demain tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui ouvre un pays et qui doit choisir, quelqu'un pour le représenter, donc on peut dire un country manager ou, je pense que tu les appelles comme ça. Même si tu vas me dire qu'il y a des choses que tu sens personnellement et qui sont indescriptibles, quelles sont un peu ta to-do list et tu te dis: «Bah, s'il y a ça, c'est red flag et ça sera pas la bonne personne pour ouvrir mon pays». Comment tu le gères et quels sont ces critères pour toi? Ouais, c'est pas facile comme question, parce que ça va dépendre beaucoup de l'industrie. Moi, j'ai quand même là, sur ce rôle, en général, j'évalue plutôt l'état d'esprit de la personne, son envie, moins ses compétences profondes, où je le fais passer au second plan sur plein de rôles. Là, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui, pour moi, connaît le milieu du courtage en assurance, notamment, local, du pays en question. Ensuite, heu, l'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un qui va, fitter avec la culture de l'entreprise, et donc ça paraît évident de dire ça, mais c'est pas si évident et ça peut faire des mauvais choix, quoi, de recruter quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'expérience, il est très senior, il a l'air très costaud sur le papier, mais en fait, il va arriver dans ta boîte et avec une approche, une mentalité trop différente de la manière dont les gens travaillent, déjà dans l'entreprise. Et moi, un des critères que j'ai, assez simple pour les gens qui me rapportent, donc tous les dirigeants de pays me rapportent directement, c'est, est-ce que je prends plaisir à passer une demi-heure avec cette personne? Je passe une demi-heure toutes les semaines avec chacun des dirigeants de pays, parfois beaucoup plus évidemment, parfois jamais moins. Est-ce que quand cette demi-heure arrive, je suis content de parler avec cette personne? Et ça vaut pour à peu près toutes les personnes qui me rapportent directement. Et est-ce que je suis content de parler avec cette personne parce que j'ai l'impression d'avoir en face quelqu'un avec moi qui veut trouver des solutions, qui va me parler de manière directe, qui va pas me cacher des choses, qui va pas chercher des problèmes, qui va pas insister trop sur les problèmes, mais avoir un esprit optimiste et l'envie de conquérir, un esprit entrepreneurial. Voilà, c'est des entrepreneurs, hein, les gens Ouais. qui lancent des pays, donc faut des esprits entrepreneuriaux. En tout cas, chez qui ça marche, chez Stoic aujourd'hui, il y a ce point commun à chaque fois. 2 petites questions. Ma seconde question, je dirais, je sais pas si c'est vraiment, une question, c'est plutôt, quelle est la vision de Stoic? Tu as montré un petit peu comment fonctionnait ton marché. Tu as parlé d'assureurs, tu as parlé de MGA et de courtiers. Moi, je sais pas vraiment comment ça fonctionne en toute honnêteté, mais est-ce qu'un jour tu rêverais d'être un assureur complet cyber? Est-ce que c'est un rêve, un objectif? Est-ce que c'est possible que ça se fait? Le petit Jules, il avait d'autres rêves, hein, OK, que que de de devenir monter un assureur. assureur cyber, OK. Et voilà, quelle est un peu ta vision et tu te dirais, bah, je sais pas, si dans 10 ans, on se revoyait au même endroit ici et qu'est-ce que tu aurais aimé, avoir réalisé? Sur la chaîne de valeur assurantielle, je sais pas te dire, je sais Ouais, pas te dire. Si, j'ai des idées, hein. Alors on va pas devenir courtier, c'est pas la ouais, vocation. La question, c'est est-ce qu'on veut avoir l'agrément d'assureur tôt ou tard? Peut-être, oui, certainement. Quand? Pas à court terme, c'est d'accord. pas dans mes plans. Mais la vision de Stoic, si tu prends un pas de recul, c'est de aujourd'hui, la manière dont on essaye de se raconter, c'est de dire que Stoic est en train de devenir le RSSI de l'Europe. Le RSSI, c'est le responsable de la sécurité informatique des entreprises, le point de départ que je te disais tout à l'heure, c'est l'Europe, l'économie européenne est fragile parce que l'essentiel de son économie, les PME, les ETI, sont vulnérables et n'ont pas de tiers de confiance pour gérer leurs risques. Je veux être pour l'Europe ce tiers de confiance et la comparaison avec un RSSI est intéressante parce que ce que fait un RSSI se fait toujours en 2 temps, comme nous. D'abord, le RSSI d'un grand groupe, on va dire de, je sais pas, de L'Oréal, on lui transfère du risque, on lui dit: «Tu es responsable, RSSI, du risque de toutes les filiales, de toutes les filiales du groupe qui te transfère la responsabilité du risque à toi, RSSI. Et en tant que tu es RSSI, tu vas pouvoir recommander à toutes ces filiales qu'elles doivent faire pour réduire leur exposition. Et c'est la logique de Stoic. Aujourd'hui, on a chaque mois, on commence à avoir 500, 600, 700 nouveaux clients qui signent un contrat d'assurance cyber avec nous, donc ils nous transfèrent leurs risques. Et dès lors, à partir du moment où ils nous ont transféré leurs risques, on est en posture de leur dire maintenant, tu vas protéger tes endpoints, tes terminaux, tu vas protéger tes emails, tu vas mettre en place telle sensibilisation. C'est dans ton intérêt, c'est dans mon intérêt, c'est le rôle d'un RSSI. Et c'est ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir 10 000 assurés, que ça s'étende à plusieurs centaines de milliers d'entreprises. Et je pense qu'on est en bonne voie pour y aller. Dernière question, Jules, parce que le temps passe et c'est cette question que je pose. C'est même pas une question, en fait, c'est le mot de la fin. Tous mes invités passent par là. Jules, tu vas avoir 1 minute environ, pour donner le mot de la fin sur cet épisode. Tu peux parler du sujet que tu veux, du sujet que tu as à cœur. Globalement, tu peux même être hors sujet, mais c'est juste que c'est ton moment et tu as le droit de dire ce que tu veux au micro. C'est une lourde mission, hein, une Ouais, dure mission. c'est une autre mission que je n'avais pas anticipée. Je vais sortir du registre cyber. Je pense à un philosophe qui s'appelle Olivier Pourriol, que je faisais travailler quand j'étais chez Philosophie Magazine, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Facile, ou l'art français de réussir sans forcer. Moi, je suis un besogneux, je travaille beaucoup, mais
ce en quoi ce bouquin fait souvent écho, c'est de me dire: les choses qui marchent sont souvent des choses que tu déroules avec une sorte de plaisir, d'évidence dans là où tu avances, ce pourquoi tu le fais, au moment où tu le fais. Donc je sais pas si c'est un conseil ou si c'est une réflexion que je partage, mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression depuis le début de Stoïque que tout avance sans forcer. Alors on bosse, hein, plus qu'il n'en faut, mais sans forcer parce que ça coule de soi, ça coule de source. Moi, l'idée d'une entreprise, c'était un élan interne qui m'a donné envie de le faire. Ce projet m'a pris au trip tout de suite. Les étapes passent les unes après les autres et elles s'enchaînent naturellement. Et donc, je dirais, mon point de fin, c'est ça vaut le coup d'écouter son intuition et de se laisser porter sans forcer parce que c'est souvent là que sont les meilleures réponses. Merci beaucoup Jules pour ce mot de la fin. Je suis très content de t'avoir eu au micro et j'espère que nos auditeurs ont passé un super moment à nous écouter. Merci Pierre.